jeudi, jour de paye, mais aussi jour de parution de Leader RH. Alors aujourd'hui, j'ai fait une entrevue avec Ivana Markovic, qui est associée, mais aussi responsable talent et culture chez OCDA, qui est une firme de développement à Montréal en IA, robotique et programmation. Donc, on aura l'occasion d'en discuter. Ce qui m'a beaucoup marqué dans son entrevue, c'est que à l'origine, elle a des études en affaires internationales, elle a travaillé en marketing dans des grosses entreprises pour après trouver peut-être sa place dans une entreprise à plus petite dimension, une soixantaine de personnes. Donc, comment son parcours marketing a influencé sa carrière, mais comment ça influence sa pratique RH aussi. Elle fait des beaux parallèles entre le R&D puis le RH, c'est vraiment intéressant. Ils ont mis en place la structure sans gestionnaire, donc humanocratie. Donc, on va en discuter. En passant, elle parle de certains livres, outils, lectures qui l'ont marqué, puis on va le mettre sur notre site web, donc leader-rh.ca. Donc, vous allez avoir toutes les ressources qui ont été discutées avec Ivana. Elle parle aussi, on a discuté de programmes de développement puis de programmes de leadership. Donc, dans une organisation où il n'y a pas de gestionnaire puis que souvent des programmes de leadership, c'est fait pour développer des gestionnaires, comment c'est pertinent, comment ça peut être intéressant pour des gens de se développer leur leadership sans nécessairement aller dans un rôle de gestionnaire. Puis c'est un programme qu'elle a développé elle-même à l'interne. Fait que je trouve ça intéressant. Elle nous parle de son parcours, comment elle l'a fait. Puis on parle évidemment du feedback, comment recevoir le feedback, comment donner le feedback, une compétence, quelque chose clé que tout gestionnaire, tout leader RH, mais tout employé devrait avoir. Fait que très intéressant. Donc, je vous laisse écouter ça. Encore une fois, si vous appréciez nos épisodes, merci de partager à toute la communauté Leader RH. Plus on est de gens qui fait véhiculer nos valeurs, qui fait véhiculer la pertinence d'avoir des leaders RH présents, puis on va juste améliorer la reconnaissance de notre profession et avoir des organisations encore plus humaines, bienveillantes. Alors, bonne écoute! Bonjour Ivana. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. On est dans la grande ville. On est sorti de Québec pour venir te voir. On est sur l'île dans la grande ville. Sur l'île dans la grande ville. Alors, les RH, c'est-tu bien différent à Montréal qu'en région? C'est vraiment différent. Ah, c'est vraiment... Non. Je ne sais pas s'il y a une régionalité des RH. Je ne sais pas. Parlons-en. Donc, Ivana Markovic. Donc, talent, tu disais, on élimine les... On n'a pas de titre. On n'a pas de titre, fait qu'on trouvera ça, mais pour OCDA. OCDA, oui. OCDA. Ouais. Bon, tu vois. C'est dur à dire, honnêtement. On a déjà eu Oshiaga aussi. Ah oui, c'est vrai, ça vient de finir, c'est ça. Donc, je suis vraiment curieux de savoir, parce qu'on a parlé un peu ensemble, tu avais commencé en microbiologie. Oui. Je suis curieux de savoir comment tu bifurques de microbiologie au RH. Comment les RH sont rentrés dans ta vie? Est-ce qu'on a 3 heures? Non, Go. Dans le fond, moi, je suis fille d'immigrante. Je suis immigrante de première génération. Je suis arrivée en secondaire 1 au Québec, après le français. Puis je ne sais pas si dans les gens qui vont écouter, il y en a qui s'identifient à ça, mais souvent, les parents immigrants veulent des jobs stables, des métiers. Donc, des avocats. Mes parents, c'était même pas avocat, c'était trop de contacts. Tu réussiras pas. Tu connais personne ici. On vient comme du régime communiste où il fallait être plugué. Donc, c'était comme, faut tailler en médecine. Mais je suis comme, moi, je m'évanouis quand je vois du sang. Donc, c'est une bonne idée. Bon, bref, c'est comme la médecine, c'est comme long des fois. Tu sais, des fois, ils changent les cotères, tout ça. Donc, j'ai pas réussi à rentrer en médecine. Puis là, en pharmacie, ils m'ont refusé parce que c'était pas mon premier choix. Donc là, je me suis ramassée en microbiologie qui m'intéressait pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller à l'université? C'était comme, OK, je vais essayer ça. Mais c'était non, parce que moi, être dans un laboratoire toute seule, c'était comme vraiment pas intéressant. Puis là, il venait t'expliquer c'est quoi les professions microbiologistes. Puis semaine après semaine, j'étais comme, ça non. C'est ça, je vais faire, c'est ça. Tu avais même représentant en vente, mais je suis comme, je vais pas vendre. Donc, tu sais, c'est comme, il y avait tout ça.
Donc là, je vais aller en admin parce que c'était comme général. Donc là, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Ça a bien passé à la maison. Donc ça a passé. J'ai fait comme un argumentaire. J'ai dit, c'est pour ma santé mentale, pour mon bien-être. Bref, j'ai tout monté en cas. Puis mon père dit, d'accord, mais il faut tailler en comptabilité. Je suis comme, oui. Mais je savais que la comptabilité, on choisit pas tout de suite. Donc là, j'avais un peu de temps de négocier ma prochaine étape. Et finalement, j'ai fait un bac super général. Je voulais aller à l'international. J'ai fait mon échange. C'était comme super genre international, des cours sur mesure. Juste finir en bac. Puis en revenant de mon échange, comme faut, je commence à m'impliquer. Parce qu'au secondaire, je m'impliquais beaucoup, mais à l'université, des fois, on se concentre sur les notes. Puis après, on réalise si on veut une job, il faut s'impliquer. Puis c'est un peu grâce à ça que j'ai eu mon opportunité chez Procter & Gamble. Donc, en finissant l'université, j'ai travaillé en gestion de marque. Donc, pas en RH, toujours pas. En fait, je pense que j'ai juste suivi les cours de base en RH à l'université. Et j'ai passé 5 belles années à gérer des business que vous connaissez, Pantene, Head & Shoulders. C'est ça, c'est les produits de consommation en tant que tel. Et toi, tu étais plus marketing. Oui, marketing, mais pas agence, plus du volet gérer une business, gérer cette marque-là au Canada. Donc, amener des nouveaux produits, gérer les agences, les budgets, intervenir avec les ventes, avec les gens de produits pour amener la bonne quantité de produits au Canada. Donc, c'était beaucoup déplacer des choses, si on veut, d'informations. Mais finalement, c'était quand même une bonne école, autant de leadership que de gestion. Parce que, c'est combien d'employés? Au Canada, c'était environ 800, je crois, mais dans le monde, c'est 80 000 maintenant parce qu'ils ont comme vendu des parts des business. Mais c'est une machine. Hein. C'est comme, tu travailles pour la bourse, finalement. Ça, c'est comme le gros constat que j'ai eu, puis comme poussé pour aller complètement ailleurs. Une belle compagnie, mais si tu performes pas, il faut que tu coupes tes budgets. Si ta marque performe pas, faut comme trouver des façons de redonner aux actionnaires parce que les gens investissent dans ce stock. Vous le savez, là, on a tous des placements, on veut des rendements. Donc ça, c'est le volet qui m'a découragée un peu parce que sur papier, oui, je gérais une business de 100 millions. Oui, c'était une marque immense que tout le monde connaissait. Je travaillais avec 12 agences en même temps. Mais je suis comme, qu'est-ce que je fais vraiment? C'était vraiment ça, comme la réalisation. Je trouvais que j'avais pas d'impact. J'avais un impact sur papier, mais en réalité, si je suis là ou quelqu'un d'autre est là, c'était pareil. Le corporate life. Exactement. Ça m'a comme découragée. Ouais. Puis là, c'était comme, OK, qu'est-ce que je fais? Puis encore une fois, je me retrouve, j'ai aucune idée. Je veux pas faire ça, mais qu'est-ce que je veux faire? Et là, je décide, je vais me donner du temps. Je vais retourner à l'école. J'ai fait une maîtrise. Puis en arrivant à Montréal, parce que ça, c'était à Toronto, je rencontre Martin, qui lui aussi avait travaillé pour la même compagnie, mais on ne se connaissait pas. Mais on avait des amis en commun. Puis lui, il venait de partir, ça faisait 2 ans aux EDA. Une firme, dans le temps, pour moi, c'était comme une autre langue. Là. Le développement web, là, je ne savais pas. Il faisait des sites web. Lui, il faisait ça, beaucoup plus de logiciels, exact, sur mesure. Puis j'étais comme, OK, c'est sa copine, en fait, Julie, ils ont maintenant 3 enfants. Mais elle avait dit, Ivana, elle cherche une job à temps partiel. Tu veux-tu qu'elle t'aide? Mais comme je ne vais pas y demander ça, gérer la grosse business avant. Mais Julie, comme, check, elle retourne à l'école. OK, il avait peur de te le demander. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Compte de Pantene. Donc là, moi, j'étais comme, d'ici décembre, j'ai rien parce que je commence l'université en janvier. Donc, ça va me faire plaisir de t'aider une journée semaine. Comme, tu me diras qu'est-ce qu'il y a à faire, puis je vais le faire. Donc, ça a vraiment commencé. Je suis comme restée humble. Je me disais, je vais rentrer tes factures, je vais t'aider à organiser ton kiosque de l'événement. Puis, tu peux te dire sur le coup, c'est quoi ce move de carrière, mais moi, j'étais comme, j'essaie, je sais pas. Là, c'était comme un gros clash entre la multinationale. T'as amené de la multinationale, je vais aller dans le plus petit possible. Exact. Il y avait 6 employés quand je suis arrivée. Donc, c'était vraiment petit. Là, on est plus de 60. Puis, au fur et à mesure que j'étais impliquée, c'est sûr, j'ai géré une business. Donc là, je suis comme, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux accomplir? C'est quoi qui fonctionne? C'est quoi qui fonctionne pas? Puis, au fil du temps, j'ai voulu comme recréer un peu la cohésion d'équipe que j'avais eue à ma première job. Puis Martin aussi, c'était important pour lui de comme créer un environnement de travail agréable. C'était la vision de l'entreprise. Puis c'est un peu comme ça que j'ai fini à être en RH parce que je travaillais juste avec des développeurs et il fallait quelqu'un pour recruter. Il fallait quelqu'un pour
comme onboarder les employés et tout ça. Au début, Martin le faisait, mais au fur et à mesure, j'ai comme pris tout ça en charge. Puis le culture et talent, ça s'est comme bâti au fil du temps. Puis quand j'ai fini ma maîtrise, j'ai décidé de rester parce que je me disais, c'est intéressant. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que j'ai un impact. On était peut-être 15-20 dans le temps. Puis je sentais qu'au moins, je peux changer, améliorer la vie de ces gens-là. Fait que tu avais continué à temps partiel en parallèle de ta maîtrise. Donc, comme 1 an et demi à temps partiel, puis à temps plein à partir de ce moment-là. Fait que les projets qui t'étaient donnés ou sur lesquels tu travaillais, ça a dépassé juste des factures. Exact. Puis, là, ça a évolué au fil du temps parce qu'on est plus de 60, mais pendant un bout, je m'occupais du marketing, je m'occupais des finances, la stratégie avec Martin et tout ça. Maintenant, je dirais, j'ai beaucoup le chapeau talent et culture. C'est sûr, on est une firme d'innovation, donc je vais toucher beaucoup à ce volet-là. Puis juste la stratégie, quand tu es depuis 11 ans dans une entreprise, tu as comme des connaissances qui permettent aussi de contribuer au marketing. Donc, je porte encore plusieurs chapeaux, mais un petit peu moins qu'avant. Oui, c'est ça. Puis vous dites, tu es la seule personne pour 60. Oui, fait que, ça, c'est très rare, ouais. On parle des ratios RH exact, et tout ça, mais ça t'empêche pas de faire plein de projets. Non, exactement. Plein de choses fun. Faut s'optimiser, il faut prioriser les dossiers parce que sinon, on n'y arrive pas. Puis, faut chercher de l'aide aussi, puis impliquer des collègues. Le volet culture et talent, ça intéresse beaucoup de monde qui sont pas issus de RH, si on veut. Donc, dans des entreprises, il y a des gens qui peuvent facilement contribuer à certains projets qu'on peut mobiliser. Puis, ça fait que, oui, je suis toute seule, mais j'ai quand même une grande équipe qui peut m'aider. L'équipe est là, exact. Qui lève la main. L'exemple parfait, c'est la personne aux finances. Elle fait certains tâches RH chez nous. OK. Parce que c'est juste comme... Ça fait du sens, vu qu'elle prépare les paies, elle fait la comptabilité, y donner certains aspects RH, ça fait complètement de sens. OK. Puis être dans une boîte innovation, puis tout ça, ça pousse-tu plus à être innovant aussi ou à aller toujours à la dernière tendance et tout ça? Parce qu'on va parler des choses que tu as mis en place. Tout ça, est-ce que c'est... ça nous inspire, je dirais, mais je pense... On en a parlé un peu quand on a discuté, mais RH, pour moi, c'est vraiment une expertise d'innovation. Il faut sortir de la boîte, qu'on est dans la paperasse, qu'on gère juste le volet humain. En fait, on fait de la recherche et développement, selon moi. Donc, on regarde les tendances, on émet des hypothèses, on teste des choses, on recommence. Donc, c'est vraiment peut-être plus scientifique que ce que j'aurais imaginé, ce qu'on m'a enseigné dans mes cours RH, le peu de cours que j'ai eu à l'université. Mais je trouve que si on a cette mentalité qu'on est en recherche et développement, peu importe si on est dans une firme d'innovation ou pas, je pense que ça fait rayonner notre profession. Puis ça fait qu'on bouge, on priorise les bonnes affaires, puis on évolue. Parce que tu faisais des parallèles aussi avec le marketing. Oui. Exactement. C'est de la R&D, mais c'est aussi du marketing. On entend le marketing RH, là, mais toi, tu lui donnais une twist. Mais ça, je pense que quand on entend dans le marché parler de marketing RH, on parle beaucoup de marque employeur, ce qui est en volet, mais je pense à l'interne, si vous avez eu des bases de marketing, c'est pas vos consommateurs, mais c'est quand même des utilisateurs de vos services à quelque part. Donc, il y a un volet marketing super important à l'interne. Il faut comprendre les usagers, c'est un peu ça. Il faut leur donner des produits. Nous, ce n'est pas des produits physiques, mais c'est des services qu'on offre à l'équipe en tant qu'entreprise. On recueille des feedbacks. Pensez customer reviews. Donc, c'est comme du marketing, mais en marketing, c'est la même chose. Si tu ne mets pas le chapeau innovation en marketing, on a entendu les histoires de Kodak. C'est comme l'exemple parfait. Si tu n'innoves pas, même si tu es le meilleur dans le marché, demain, c'est un autre. Puis c'est la même chose en RH. Vous pouvez avoir la meilleure culture au monde. Si vous innovez pas, demain, ça sera plus pertinent. Ouais. OK. Je
prends quelques instants pendant l'écoute de ce podcast Leader RH pour remercier Ansia, partenaire d'affaires en recrutement, pour la collaboration à la production de ces épisodes. Ansia, c'est votre partenaire pour vous assurer que tous vos besoins en attraction, en recrutement puis en intégration de main-d'œuvre dans vos organisations soient couverts par des professionnels. Donc, merci Ansia de faire rayonner la communauté de RH et de mettre à l'avant-plan des leaders RH d'ici. Puis cette approche-là de marketing puis de développement de produits, tu l'as implanté un peu. On a parlé beaucoup de leadership ensemble, puis dans beaucoup d'organisations, graduer ou monter en échelon, ça veut dire être gestionnaire, puis tout ça. Puis être leader, ça implique souvent être gestionnaire, être boss, etc. Puis tu avais une approche, tu peux démontrer du leadership sans être boss en tant que tel, puis tu peux avoir un cheminement de carrière qui n'est pas nécessairement de gérer du monde. Exact. Ça prend un peu de déconstruction des normes qu'on est habitué. Donc, moi, surtout, je viens d'un background d'administration. On pense tout à c'est quand que je vais être promu, c'est quand que je vais gérer une équipe. C'est comme des échelons qu'on veut monter. Puis c'est correct, ça a fonctionné dans une époque. Peut-être, au fil du temps, ça va fonctionner moins. Quand on a bâti aux EDA, on ne voulait pas être le boss de personne. On voulait travailler avec des gens. Puis c'est vraiment la nuance. C'est différent. Pas que les gens veulent être le boss, mais des fois, ils disent, il faut que je gère des gens. Mais nous, c'était vraiment comme presque une allergie à comme dire, je vais être patron ou je vais être gestionnaire. Donc, c'est un peu venu de ça. Parce qu'il y avait un désir de rester dans la livraison de projet, de ne pas s'éloigner. De faire partie, de se rouler les manches, de faire de la stratégie, mais exécuter aussi. C'est vraiment important pour Martin, pour moi, pour les gens qui sont joints early on. On est des gens qui aiment faire des choses. Donc là, au départ, notre vision était un peu mêlante. On parlait de structure flat. Puis on s'est rendu compte que c'est pas tout à fait ça, parce que dans une structure qui est plate ou très horizontale, ça veut dire que tout le monde est pareil. Mais c'est impossible que tout le monde soit pareil. C'est impossible de payer exactement tout le monde pareil. C'est impossible que tout le monde ait la même contribution à tout moment, puis que la voix de tout le monde soit égale. Donc là, tu te dis, OK, oui, il y a des leaders dans l'équipe. On les a pas nommés, ces leaders-là. C'est pas des gens qui ont eu un titre de VP ou des choses comme ça. Ils ont pris la place, ils se sont posés les bonnes questions. Ils sont allés chercher les besoins de l'équipe, les besoins de l'entreprise, les besoins de clients. Ils ont proposé des solutions aux problèmes. Ils ont amené des gens vers leur vision. Donc, oui, il y a des gens qui naturellement développent ça. Surtout quand tu es petit, là, je pense que c'est beaucoup plus accessible, même s'ils n'ont pas d'énormément d'années d'expérience ou des parcours de gestion. Ils sont capables de le faire. Donc là, c'est possible d'être leader dans une organisation qui n'a pas de gestionnaire. Puis c'est important, en fait, d'avoir des leaders, parce que sinon, comment tu ferais pour avancer des choses? Donc, nous, on a changé un peu. Ça s'appelle une structure sans hiérarchie formelle. Donc, ça veut dire que tu n'as pas j'ai pas le bon nom, le reporting line, mais tu as quand même la structure. Puis dans un projet, il y a un responsable de projet. Certaines décisions sont prises par certaines personnes. Puis ça permet aux gens de sortir de leur carré de sable puis de se dire, moi, j'aimerais ça, faire de l'innovation. J'ai jamais fait de robotique. C'est-tu possible? Ben oui. Go. Ou moi, j'aimerais ça m'impliquer au sein de l'équipe puis aider mes collègues. Ben c'est possible. Tu n'es pas obligé d'être nommé gestionnaire pour faire ça. Donc, ça laisse vraiment la place aux gens de se développer. OK. On entend, il y a des entreprises libérées, responsabilisantes libérées. On a eu Caroline sur le podcast, entre autres, là, de Groupe Morneau, qui parlait de ça. Toi, tu parlais d'humanocratie. C'est ça. Comme je vous disais, on était un peu dans un néant pour expliquer qui on était. C'était vraiment, cette recherche-là est venue dans le désir de communiquer aux gens à l'interne, aux gens à l'externe, qu'est-ce que ça veut dire notre structure. Puis en faisant des recherches, je suis tombée sur Gary Hamel, qui a écrit le livre Humanocracy. Donc lui, il parle, au lieu de s'organiser autour d'une structure bureaucratique hiérarchique, on s'organise autour des humains. Donc il n'y a pas deux organisations qui adhèrent à cette philosophie qui vont être pareilles. Il n'y a pas une formule à suivre, mais c'est plus une philosophie de dire qu'est-ce que ton industrie, qu'est-ce que tes gens ont besoin pour
comme être libéré de cette structure hyper hiérarchisée pour répondre mieux à tes besoins, pour répondre mieux aux besoins de tes clients. Donc, c'est vraiment ça qu'on a adopté chez nous. Puis, c'est en constante évolution. Ça, c'est l'autre volet des fois que je me dis, ben j'ai été en structure hyper structurée. On a restructuré 2 fois. Si la bureaucratie était si géniale, pourquoi on les retravaille tout le temps? Parce que l'entreprise évolue. Oui, exactement. Okay. Donc, tu sais, les entreprises évoluent. Pourquoi nous, dans notre contexte, on n'aurait pas le droit d'évoluer, puis de changer, puis de modifier? Donc, c'est vraiment constamment se questionner qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur le fait qu'on n'a pas de gestionnaire. C'est quoi qui nous accroche en ce moment du fait qu'on n'a pas un gestionnaire ou une structure hiérarchisée? Puis trouvons des problèmes. Au lieu de dire « Ah, ça ne marche pas, mettons des gestionnaires en place. » Donc, ça, c'est le courage que ça prend pour évoluer là-dedans. Puis ça devient un peu, c'est tellement hors norme puis différent. Probablement, là, vous, ça fait plusieurs années que vous êtes là. Là, vous étiez la bébite. Ah, les jeunes, ils ont une nouvelle idée, là, puis la bureaucratie, etc. Puis là, dès que tu as un problème, quelque chose, on sait bien que ça ne marche pas. Exact. Comme si ça marchait bien en bureaucratie. Exactement. Tu as des gens qui venaient puis ils disaient oui, je suis ouvert à ça, mais ils n'étaient clairement pas ouverts à ça. Donc là, tu te dis, OK, mais toi, clairement, tu veux être gestionnaire, puis c'est correct. Il n'y a pas de problème d'être gestionnaire dans la vie. J'ai rien contre. C'est juste que nous, c'est pas ça. Donc, puis si toi, tu veux, mais tout le monde est pas aligné à ça, bien, ça va créer des tensions. Donc, c'est important encore plus au recrutement d'être transparent sur qui qu'on est, puis dire, ben écoute, vu qu'on n'a pas de gestionnaire, voici notre défi en ce moment. Ça te tente-tu d'embarquer ou tu veux pas embarquer avec nous? Parce que moi, j'ai pas envie de te vendre l'entreprise. Si je fais juste de la vente, ça va être tout beau, je vais te présenter les bonnes choses, puis après ça, tu vas venir puis être mécontent. Moi, j'ai envie de te dire, voici les belles choses. Je suis ici depuis 11 ans. Tu sais que j'aime ça. Sinon, je serais pas ici 11 ans. Mais voici les choses qui fonctionnent peut-être un peu moins bien, mais qu'on a vraiment envie de travailler. Ça te tente-tu de venir? Puis si oui, ben go! Donc, puis ça, quelqu'un qui aurait des intérêts autres pourrait les développer chez vous. Dire, ben, je suis programmeur, mais j'ai aussi tout ce qui est, je sais pas moi, performance, évaluation de la performance, tout ça. Mais sans porter le fardeau d'être gestionnaire. Parce qu'on s'est rendu compte aussi, puis là, c'est là que je dis chaque industrie est unique. Mais dans notre industrie, on a beaucoup d'orphelins dans les organisations. On a des gens techniques, je t'explique. On a des gens techniques qui sont hyper passionnés par leur métier. Que le code, tu sais, ça fait depuis qu'ils ont 8 ans qu'ils programment. Là. Ils ont leurs ordis, c'est comme, ils sont vraiment passionnés. Ou même chose du côté design. Tu sais, on est vraiment des passionnés. Mais souvent, dans les organisations traditionnelles, s'ils veulent progresser, il faut qu'ils se mettent à gérer des gens. Mais ils n'ont jamais joint ce métier-là pour ça. Eux, ils veulent produire des choses, créer. Donc là, on leur impose une rigidité, puis ils n'aiment pas ça. Donc, c'est pas tout le monde, bien sûr. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer. Ils ne montreront pas de salaire, ils ne montreront pas d'opportunité en scope de projet. Donc, pourquoi pas créer un environnement où ces gens-là qui sont hyper compétents, qui adorent ce qu'ils font, puissent continuer à se développer, puis à s'épanouir, puis à progresser, puis avoir tous les avantages que quelqu'un qui choisirait l'option plus gestion. Donc, tu sais, je pense que c'est d'avoir une certaine forme de reconnaissance équivalente, parce que souvent, c'est vrai que dans les organisations, les gens qui se démarquent plus, qui font aller leur sens politique, qui veulent grandir, tout ça, vont plus un tel, une telle, etc., versus un contributeur individuel exceptionnel va avoir moins de glow, si on peut dire, qu'une personne. Parce que tout est bâti sur cette pyramide montée vers le poste ultime là, de président ou de présidente d'entreprise ou de chef d'entreprise. C'est comme si il faut absolument monter continuellement. Puis si on décide de rester, ben même, il y a des organisations que si tu ne montes pas, à un moment donné, il faut que tu quittes. Parce que là, tu es comme, il n'y a plus d'opportunité pour toi. Tu sais, nous, on peut te remplacer avec quelqu'un qui coûte moins cher. Donc là, éventuellement, si tu as 30 ans d'expérience et tu n'as pas changé vraiment de niveau, mais ça ne marche pas pour nous. Tu sais, c'est comme il y a vraiment ça dans le marché. Donc, ça, c'est un peu ça qui nous. Je te dirais même qu'avec des yeux de recruteur, tu vois la personne dans le même rôle 20 ans. Tu poses des questions. Il y a quelque chose qui cloche. Exact. En tant que tel, hein, effectivement. Mais il y a quand même des éléments à gérer au quotidien.
Fait que la décision ultime, c'est un groupe de personnes qui va le prendre? Oui. Mais ça dépend de tous les dossiers. L'exemple que je donne souvent, c'est performance, justement. Parce que dans une organisation plus traditionnelle, ta performance est gérée par ton gestionnaire ou ton gestionnaire. Donc, nous, ça, c'était un problème qu'on a eu, en fait, du fait qu'on n'avait pas de gestionnaire. Au début, la non-performance, c'était un petit peu, pas toléré, mais comme pas exposé comme un défi. Parce que les gens n'osaient pas. Je ne suis pas leur manager. Je ne peux pas dire qu'ils ne répondent pas à mes attentes. Donc, ils étaient conscients qu'un tel, une telle, la performance n'est pas là, mais ils voyaient que personne n'adressait le point en tant que tel. Comme si je ne suis pas dans le projet, si je ne travaille pas avec la personne, je ne peux pas le voir. Il faut que tu le dises. Donc là, on a décidé, les gens étaient un peu frustrés de ça parce que quand quelqu'un ne performe pas dans ton équipe, des fois, tu te ramasses à faire plus de travail. Tu ne peux pas avancer aussi vite. C'est décourageant. Tu n'apprends pas de la personne aussi. Nous, les gens viennent parce qu'ils veulent se dépasser, ils veulent apprendre. Donc, c'est sûr, si on a de la non-performance, il y a ça, puis il y a aussi les clients gérés aussi. C'est comme l'autre côté. Donc, ce qu'on a fait, c'est on s'est posé la question, OK, c'est où vraiment que c'est critique, ce problème-là? C'est dans la première année, parce que, oui, on essaie de faire une bonne job pour le recrutement. Tu travailles là-dedans, mais tu sais jamais. Dans notre domaine, jusqu'à temps qu'on voit la personne en 2-3 mois là, en train de programmer ou de faire du design, mais on ne sait pas si ce qu'elle nous a présenté est bon ou pas. Il y a des façons d'évaluer, mais maintenant, on s'est amélioré, mais je te parle dans le temps, mais c'était plus dur. Donc, puis on était en pénurie de main-d'œuvre, donc là, tu veux recruter vite et tout ça. Donc là, on s'est dit, on va adresser la première année. Donc, à tous les 3 mois, ils vont avoir un suivi. On va faire comme un questionnaire pour les PM, les leads sur le projet, puis voir la personne a répondu aux attentes ou non, qu'est-ce qu'elle doit améliorer. Puis ça nous a permis d'identifier rapidement des problématiques avant que ça devienne une frustration, puis de mettre un plan en place avec la personne, soit voici ce qu'il faut que tu changes, ou si éventuellement, après quelques itérations, on ne voit pas vraiment de façon que ça peut avancer. Avec une certaine forme de 360 à tous les trimestres avec la personne. C'était comme, au début, pour la première année, c'était comme à ça qu'on s'est attaqué. Pour régler ce problème. Mais qui adressait On a le point? mis une équipe en place. Donc, moi, je me suis impliquée là-dedans parce que ça me passionnait. J'ai toujours une personne technique. Mettons, si on évalue l'expertise en ingénieur logiciel, je vais avoir quelqu'un qui va réviser, qui va s'assurer. On va chercher l'input des PM qui peuvent nous donner des choses comme la vélocité, la qualité du travail, comment ça se passe dans les différents rituels du projet. Donc là, on est capable de dire à la personne, écoute, dans les 3 derniers mois, malheureusement, tu n'as pas répondu aux attentes pour telle raison. Nous, nos attentes, on va les réitérer. Fait que c'est toi qui drive cette rencontre-là, mais avec un expert technique. Parce que c'est sûr, comme je n'ai pas de légitimité technique, moi, je suis là pour faciliter le processus, puis la personne technique est là pour te guider, coacher, aider. Donc, mais tu as eu le feedback dans le 360 de plein de monde. Oui, exactement. Okay. Puis c'est important, en fait, même si vous êtes dans une organisation hiérarchisée, là, il y en a beaucoup qui font des 360 où tu as du input, des gens au même niveau, supérieur, niveau plus bas. Je pense que c'est important parce qu'on travaille avec toutes sortes de personnes. Si on a juste un feedback de notre gestionnaire, c'est pas complet, je pense. Puis il y a un risque aussi, soit ils nous aiment pas ou elles nous aiment pas, puis là, ça peut nuire à notre progression. Ou à l'inverse, elles ou ils veulent bien paraître. Et là, on est en mode, OK, peut-être tu ne performes pas, mais je fais semblant que tu performes. Donc, tu sais, surtout quand on est dans des contextes politiques là, où eux sont évalués sur comment ils te gèrent. Donc, nous, c'est important que ça ne vienne pas d'une personne, le feedback. Puis ça se peut-tu que de forcer ce mécanisme, parce que même qu'on le veuille ou pas, du 360 officieux, il s'en fait. C'est du monde qui parle dans le dos d'un autre, qui disent tu vu un tel, il est allé à tel meeting, a fait ci, etc. Puis tout ça. Des fois, il y a de la médisance, des fois, il y a des bons propos là-dessus, mais qui ne vont pas nécessairement adresser à la personne parce qu'ils ne se sentent pas légitimés de le faire, ils ne sentent pas de le faire. Donc, l'implantation du 360 permet de donner ce feedback-là, mais il est orchestré puis il est organisé par une équipe. C'est comme si on donnait un service à l'entreprise. Notre mandat, c'est de réaliser ces feedbacks-là, puis on essaie d'être le plus neutre, le plus fair.
on est des humains, là. C'est comme, on est imparfait, mais on essaye de faire un processus standardisé pour chaque personne. Puis de laisser la chance à tout le monde de s'améliorer. Mais des fois, on est une équipe performante. C'est comme dans les sports, c'est une excellente analogie. Si tu te joins à une équipe d'élite, dans la NBA, la NH, tu as peut-être été le meilleur dans ton équipe avant. Tu vas joindre une équipe, malheureusement, ça ne marche pas. Tu vas changer d'équipe, tu seras le meilleur. Mais nous, c'est la même chose. Ça se peut que dans le contexte d'OSDR, dans le contexte qu'on t'a mis, tu n'es peut-être pas excellent. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon dans la vie. C'est juste que dans le contexte que tu es, tu ne répondais pas aux attentes. Tu peux essayer de le changer. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais après, si tu changes d'emploi, puis tu es le meilleur dans la nouvelle entreprise. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir la performance comme une finalité. On a le contrôle pour améliorer les choses, mais c'est sûr que ça nous touche là, quand ça nous arrive. Là. Moi, j'étais déjà en situation où on m'a dit que je ne répondais pas à toutes les attentes. Puis c'est frustrant, mais après, tu te dis, qu'est-ce que je peux changer? Parce que si tu te dis, ah oui, mais ils ne m'ont pas assez formé. Ah ben oui, c'est sûr, le monde est imparfait. C'est comme, ils pourraient te donner toujours plus d'outils, t'encadrer mieux, blablabla. Mais si toi, tu ne changes rien, ben c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une responsabilité individuelle aussi là-dedans. Puis ça peut être en fit, là. C'est peut-être pas le bon fit. C'est pas grave. Donc, c'est pour ça, on l'a travaillé beaucoup. Puis maintenant, tous les membres de l'équipe ont un feedback 2 fois par année, 360. Donc, c'est quand même beaucoup de travail, mais c'est important. Puis ça vient aussi sur l'éducation, sur le feedback. Parce que ça, c'est comme un parcours très long terme. Tu sais, la performance, c'est pas juste faire des performance reviews 2 fois par année. En fait, nous, on est comme le petit filet de sauvetage là, pour s'assurer que tout le monde le reçoit 2 fois par année puis que ça soit standardisé. Mais idéalement, entre ça, il y a des échanges. Puis ça se travaille. Puis nous, on est comme... La culture du feedback. Exactement. Puis ça, c'est en progrès. Là. On essaye de former les gens parce que les gens ont peur de dire quelque chose puis que ça soit inconfortable, mais pourquoi? Pourquoi ça serait inconfortable de dire « Ah, j'ai vu une amélioration que tu pourrais faire. » C'est positif, me semble. Puis en plus, quand je parle à des gens, ils disent « Ah, j'aimerais ça savoir sur quoi m'améliorer. » Ben, t'as-tu demandé du feedback? Ah non. Mais demande-le. Comme c'est simple de même. Ou si personne le demande, peut-être personne va le donner. C'est comme c'est dans les deux sens. Là. Donc, ma phrase préférée, des fois, les gens me disent, puis ils disent ah, un tel a fait ça, ou ah, c'était pas devant tel client, tout ça. Puis avant, j'embarquais, puis je disais OK, ben là, OK, bon, on pourrait peut-être y en parler, etc. Puis ma phrase clé maintenant, c'est OK, ben, je comprends. Comment elle a réagi quand tu y en as parlé? Puis 95 fois, 95%, c'est j'y en ai pas parlé. Fait qu'au lieu de dire tu y en as-tu parlé, je suis comme ah ouais, comment elle a réagi? C'est la question par excellence. Fait que là, là, j'en ai pas parlé. OK, t'aimerais-tu du coaching? T'aimerais-tu de l'aide pour savoir comment aborder, comment en discuter, comment le faire? Mais cette réponse-là aide beaucoup. Puis souvent, les gens ont peur de parler. Est-ce que c'est parce que les gens ont de la difficulté à recevoir le feedback, ils ne sont pas habitués? Mais c'est sûr que, je ne sais pas si vous l'avez lu, il y a un excellent livre là-dessus que moi, ça m'a ouvert les yeux. Ça s'appelle « Thank you for your feedback ». Okay. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non. Je pense que c'est Sheila... J'oublie le nom des auteurs. Okay. Bon, c'est pas important, on pourra le référencer. Et dans ce livre-là, il parle des triggers de feedback. Donc, nous, comme humains, on a 2 états qui se concurrencent. On veut être aimé, puis on veut apprendre. Donc, là, quand tu veux apprendre, tu veux être ouvert au feedback. Donc, on dit tous qu'on est ouvert au feedback, mais quand on se fait dire des choses un peu plus critiques, bien, il y a l'identité de « je veux être aimé, je veux être apprécié » qui embarque. Donc, là, on est comme ça. Donc, ce qui fait qu'on a chacun comme... Eux, ils ont identifié 3 triggers. Je ne sais pas le mot en français pour trigger. C'est comme des fois... C'est déclencheur. Déclencheur. Donc, quand tu reçois un feedback, il y a le identity trigger. Ça, c'est si ça vient chercher quelque chose de toi que tu crois profondément, mais quelqu'un te contredit. Exemple, moi, c'est l'exemple que je dis. Quand tu es ado, tu sais, moi, j'étais une ado organisée. Je suis organisée dans mes devoirs, je suis organisée. Mais si mes parents me disent « Hey, là, ramasse ta chambre, c'est donc bien désorganisé », mais c'est un identity trigger parce que je suis comme « Non, je suis une personne organisée, pourquoi qu'ils me disent que je suis pas organisée? » Donc, l'autre, c'est relationship trigger. Donc, mettons, tu t'entends pas bien avec quelqu'un, puis c'est cette personne-là, ben là, tu vas essayer de déconstruire son feedback parce qu'à la base, tu es peut-être moins d'affinité. Puis, l'autre, c'est truth trigger. Donc, si quelqu'un t'a dit quelque chose, mais tu essaies de
trouver pourquoi c'est pas vrai. Donc, tu sais, OK. chaque personne, tu peux avoir tous ces triggers ou des fois, tu peux aller vers un particulièrement. Puis là, eux, ils travaillent, tu sais, dans le livre, ils vont parler comment apprendre à gérer ces apporter triggers-là. Ouais. Mais ils parlent Ah. beaucoup de psychologie de ton cerveau, pourquoi, tu sais, OK. pourquoi le cerveau fait ça et tout ça. Donc, moi, je l'ai beaucoup aimé, pour le volet réception de feedback, mais aussi pour se donner une perspective. Tu sais, quand tu as la personne devant toi qui réagit, bien, tu comprends pourquoi elle réagit. C'est pas qu'elle n'est pas réceptive au feedback, mais il y a ce conflit-là. Puis il faut que tu lui laisses le temps de l'absorber, puis de travailler sa réception de feedback. Ça se travaille. C'est sûr, si tu n'en as quasiment jamais du feedback, mais tu es moins réceptif. Mais si tu le demandes tout le temps, puis on te dit quoi améliorer, comment améliorer, bien, ça devient comme la routine, là, quoi. Donc, Fait qu'on doit s'entraîner comme gestionnaire, comme leader, à donner du feedback, mais on doit s'entraîner aussi comme individu à recevoir du feedback je pense et à oui. réagir au feedback. Les deux, Puis, tout ça. Puis je pense qu'il y a une partie qui nous revient, comme tu dis, à nous aussi, de prendre ça, de le travailler, de lire, de se développer, etc. Plutôt de dire, ben, donne-moi plus d'outils, monsieur. Si j'avais ci, si j'avais ça, c'est la solution facile. C'est ça. Puis des fois, c'est vrai ce que tu dis. Tu dis, mettons, ils m'ont pas bien encadré. C'est vrai, peut-être, mais ça change pas que tu réponds pas à leurs attentes. C'est un peu comme quand tu es à l'école puis tu te dis, ah, ben, mon prof est pas bon, ou non. Mais c'est ton prof pareil. Tu sais, comme il faut que tu aies des bonnes notes si tu veux des bonnes notes. Donc, il y a peut-être d'autres façons d'aller parler. C'est beaucoup plus facile, je trouve. Peut-être c'est dans ma personnalité, mais pas de se blâmer, mais de se dire qu'est-ce que moi je peux changer. Puis ça m'aide beaucoup aussi, tu sais, à l'interne. Je fais beaucoup de communication interne. Donc, quand les choses sont pas comprises, je suis sûre que beaucoup de leaders RH avec qui je parle, ils vivent ça. Tu sais, des fois, tu envoies de la com, tu partages la doc, puis tu reçois quand même des questions que tu dis, mais il me semble que je l'ai dit comme 10 fois. Mais en même temps, OK, ben oui, je l'ai dit beaucoup, mais qu'est-ce que je peux changer la prochaine fois dans mon approche? Si c'est vraiment critique, cet événement-là, est-ce que je devrais faire des suivis individuels? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour atteindre mon objectif? Parce que c'est facile de blâmer les autres, c'est facile de dire « Ah oui, je m'attends que tout le monde fasse ci. » Oui, mais on est dans un monde où il y a tellement d'informations, où les gens sont sollicités à droite et à gauche. À un moment donné, si c'est important pour nous, ben c'est quoi les gestes que nous, on peut poser pour que le message passe? Donc, moi, ça m'aide beaucoup, tu sais, comme à passer à travers des situations difficiles, de me dire, c'est quoi ma responsabilité là-dedans? C'est quoi que moi, je peux faire? Même si c'est pas tout le temps à moi de me blâmer ou me responsabiliser, mais ça m'aide à passer à travers ces moments difficiles qui sont plus hors de contrôle, si on veut. Puis est-ce que le fait que le 360 est un peu plus connu, démocratisé, utilisé dans votre organisation, tu sais, une des hésitations des fois que je vois des gens, mais ça, c'est ben là, mon monde n'a pas le temps de faire ça, ils participeront pas, ils feront pas. Puis là, s'ils se mettent à évaluer tout le monde, ils vont passer le temps à compléter des. Avez-vous ce feedback-là ou les gens sont... Les gens sont quand même adhérents. C'est sûr, ça prend un petit peu de suivi pour s'assurer que tout le monde le complète. Au début, on faisait un truc très maison. Donc, tu sais, on avait un petit sondage Google Forms, je mettais tout en place. Puis, vu que l'organisation grandissait, puis c'est moi qui m'occupe de ce processus-là, ça devenait trop lourd. Donc, j'ai implanté un outil très spécialisé dans le feedback. Ça, c'est la question aussi des fois à se poser. Oui, je suis seule dans mon rôle, mais tu sais, au lieu de... Tu sais, des fois, je pourrais embaucher quelqu'un, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? T'sais, moi, c'est beaucoup... tu sais, quand la solution au problème est facile, mais c'est quoi les autres solutions? Je pense que c'est encore, on revient au volet scientifique. Donc là, j'ai trouvé un outil hyper spécialisé. Ça s'appelle 15Five. Je sais que Office Vibe travaille sur quelque chose aussi. Idéalement, j'aimerais avoir un outil québécois. Mais dans le temps, quand j'ai regardé, il y avait juste le Feedback Manager. Puis nous, on n'a pas de manager, donc là, on est comme mal pris. Donc, cet outil-là, je l'aime parce que ça nous permet de faire les 360 comme je les ai conçus, si tu veux, sur mesure. Puis après aussi, il y a d'autres volets. Donc, graduellement, là, depuis un an, on utilise la plateforme. C'est vraiment facile. Les gens reçoivent, mettons que je fais ton feedback, tu vas recevoir toute la timeline de qu'est-ce qui va se passer quand. Tu nommes tes collègues. C'est les gens qui nomment leurs collègues. Et après, ben, ils ont un deadline, ils complètent, un rapport est écrit, une rencontre a eu lieu, puis on te partage ton... Donc, tout est dans la plateforme, ça, j'adore ça. Mais après, comment qu'on continue? Tu sais, je t'ai dit, le but, c'est pas juste de faire 2 feedbacks par année, puis c'est ça, c'est comme le standard, le minimum. début.
Mais là, la plateforme permet aussi à tout temps de demander puis donner du feedback. Tu sais, vu qu'on est une génération numérique, on est beaucoup en télétravail, mais c'est le fun d'avoir ça au lieu de... Tu sais, c'est pas des gens qui, des fois, vont booker des rendez-vous pour donner du feedback. Donc là, moi, j'ai fait l'exemple. Là, je suis en processus. J'ai demandé du feedback très sur mesure. 3 questions qui étaient importantes pour moi, pour mon rôle, pour ma vision de mon rôle. Parce que oui, c'est bon de savoir mes forces puis mes points d'amélioration, mais si je suis toute seule dans mon rôle, est-ce que vraiment ils vont m'aider, mes collègues, à me développer, ou ils vont juste me dire leur frustration ou des enjeux que déjà je collecte comme feedback régulièrement? Donc, pour moi, c'est important de valider mon volet communication, comment je peux les aider plus. Donc j'ai trouvé 3 questions, puis j'ai envoyé à 15 collègues. Tu sais, c'est beaucoup, mais c'est important pour moi parce que je veux leur point de vue. Donc, quand ça va être fait, là, c'est en cours, je vais partager avec l'ensemble de l'entreprise pour dédramatiser. Donc, même moi qui est là depuis 11 ans, j'ai 5 choses à améliorer que je veux travailler, puis voici comment j'ai réagi quand j'ai vu ça, qu'est-ce que ça m'a fait, etc. Donc, je veux que les gens utilisent cet outil-là entre, ou même si tu ne l'envoies pas à la personne directe, tu pourrais me le partager, puis je pourrais l'inclure dans son review dans 3 mois. Parce que d'ici 3 mois, c'est sûr que tu vas avoir oublié l'exemple. Parce que qu'est-ce qui fait un bon feedback? C'est quand on a un exemple concret. Puis ça, c'est encore, tu sais, dans un processus à tous les 6 mois, c'est la faiblesse du processus, c'est que les gens vont dire « Ah, la personne pourrait améliorer ceci », mais ils n'ont comme pas d'exemple concret, même si j'en demande. L'évaluation du dernier mois. Oui, exact. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de continuer à faire ça entre. Puis, tu sais, j'essaie de mettre des outils en place parce que c'est pas tout le monde qui va genre « Ah, je te book en meeting, dis-moi qu'est-ce que je peux améliorer. » Tu sais, les gens sont gênés, mais éventuellement, c'est mon rêve. Puis, éventuellement, mon rêve, c'est que le 360 soit pas anonyme. Parce que pour l'instant, il est comme anonymisé. Tu sais que tu as demandé à qui, là, mais tu sais pas qui a dit quoi exactement. Puis les gens sont comme un petit peu stressés, prudents. Puis malgré que vous êtes dans une culture, vous en parlez. Je pense qu'ils ont comme peur que ça soit interprété ou ils ont peur de eux être moins critiques s'ils savent qu'ils lisent. Mais je pense s'ils étaient capables de travailler... Le volet que je veux travailler, c'est comment ils rédigent leur feedback. Je pense qu'un feedback bien rédigé, même s'il est critique, c'est aidant. Donc, mais c'est pas tout le monde. Moi, j'en fais beaucoup parce que j'écris tous les rapports, mais après, il faut se former un peu là-dessus. Donc, c'est comme, je pense que c'est un parcours très long terme. Puis, on fait des petites étapes d'amélioration continue. Mais je challenge les gens qui viennent, qui disent, j'aimerais avoir plus de feedback. Plus, aux 6 mois, c'est pas assez pour moi. C'est quand que tu l'as demandé. Tu vas le demander parce que c'est comme... Je peux pas faire tu sais, comme déjà 2 fois par année, on est mieux que beaucoup d'autres entreprises, mais c'est beaucoup de temps organisationnel. C'est pas juste mon temps, mais tu sais, comme tu dis, si chaque personne nomme entre 3 et 5 collègues, 60 personnes fois 2 fois par année, tout le monde doit faire des self-reviews, prendre des rencontres de rendez-vous de feedback. Donc, c'est beaucoup d'énergie organisationnelle. Donc, oui, dans un monde idéal, on ferait ça tous les mois pour que tu aies du fresh feedback, mais à un moment donné, c'est pas possible. Mais j'ai aussi des collègues qu'une fois par année, ça serait suffisant pour eux. T'sais, ils veulent juste savoir ça va-tu bien. Ils veulent continuer, ils font un bon travail. Le client leur parle, sont contents. Peut-être que ces gens-là, ils n'ont pas besoin de feedback plus souvent. Mais toi, qui veux, demande des choses spécifiques. Qu'est-ce que tu cherches à améliorer? Demande du feedback là-dessus. Donc, j'essaie comme de faire l'éducation organisationnelle par rapport à ça. Puis de montrer par l'exemple, parce que je me dis, si moi, je peux bien parler, mais si je n'utilise pas les outils qu'on parle pour leur montrer comment ça marche, faire des petits case studies, après, c'est comme juste de la parole. Là. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on cherche parfois la baguette magique, alors que quand on parle de culture, puis on parle de choses comme ça, c'est en continu. Oui. Fait que d'essayer de dire, je vais mettre ça en place, je vais faire un 360 puis ça va bien fonctionner, ça se peut que ce soit pas au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, puis ça se peut que ça marche pas encore dans 2 ans, mais tu vas avoir fait des petits pas. Tu vas avoir fait des gains au fur et à mesure, plutôt que de dire d'attendre que tout soit parfait puis que tout soit là. Mais je suis content de t'être parlé parce que nous, on le parle, le 360. Wow. Nous, on a implanté Javello, un outil, l'évaluation, tout ça. Moi, j'adore ça. Je fais le suivi des objectifs, les OKR avec les gens. Mais là, la première version, on utilise le 360 pour l'équipe de gestion. Avec ma directrice d'opération, moi, puis
ma responsable RH. Fait que là, on va utiliser, ça va être la première fois qu'on se soumet à ça. Fait que je suis content d'avoir ton feedback puis de voir ça. Puis je me disais, on met-tu le même questionnaire pour tout le monde? Nous, on a parlé à chaque équipe. Donc, on a l'équipe de design qui a choisi leurs propres questions parce que pour eux, ils veulent savoir est-ce que leur communication sur les projets est bonne. Est-ce que leur approche design est bonne? Parce que c'est vraiment ça qui apporte. Puis, est-ce que la collaboration est bonne? Ça, c'est comme 3 choses comme équipe qui veulent s'assurer de bien faire puis d'améliorer au fil du temps parce que c'est clé à leur métier. Pour les autres, pour le moment, on a un questionnaire standard c'est le classique. Là. Est-ce que la personne répond aux attentes? Expliquer pourquoi. Parce que ça, c'est vraiment la clé. C'est comme on évalue, on est-tu sur la bonne voie ou si la personne surpasse, il y a aussi des actions à prendre. On doit l'ajuster, on doit lui dire que ça se passe bien et pourquoi elle surpasse aux attentes. On a les forces de la personne et les points d'amélioration que je dis toujours, c'est des choses que la personne pourrait commencer à faire différemment, arrêter de faire. Tu sais, c'est pas comme juste simple, ça peut être plein de choses. Parce que des fois, c'est comme, j'ai aucun feedback pour la personne. Mais OK, tu sais c'est quoi ses forces? Qu'est-ce que tu aimerais voir de cette personne-là? Des fois, c'est pas qu'est-ce qu'elle peut changer, c'est qu'est-ce qu'elle peut commencer à faire. Donc, ça, c'est comme le classique qu'on a pour le reste de l'équipe. Puis ce que je pilote avec moi-même, c'est moi, j'ai comme ciblé vraiment des choses. Tu sais, je me dis, dans mon rôle, c'est quoi que je veux livrer à l'entreprise. Donc, je vais aller sonder les gens par rapport à ce que je m'attends de moi-même. Parce que c'est ça. Puis j'ai un point sur un truc que je veux développer, exemple. Parce que c'est ça, quand on porte plusieurs chapeaux, des fois, c'est dur un peu de... Des fois, on peut se perdre, tu sais, comme, tu sais, je veux être performante moi aussi. Je suis dans une équipe performante, je veux m'améliorer. Oui, je sonde beaucoup l'extérieur, j'ai un bon réseau, j'essaie de faire de la recherche et tout ça, mais des fois, on se dit, mais tu sais, c'est quelque chose que j'ai pas, qui m'ouvre les yeux. Tu vois, juste un exemple drôle, hier, on est dans le programme de leadership, puis on parlait de la vente à l'interne, comment proposer des idées, puis il fallait qu'ils fassent des petits pitchs, genre des choses simples à changer, genre. Puis tout ce qu'ils ont dit, ça m'a tellement ouvert les yeux parce que moi, je suis ici depuis 11 ans. Là, comme, la perception de quelqu'un qui ça fait 2 ans, puis quelqu'un qui ça fait 11 ans. Moi, il y a des choses des fois que je vois plus. Comme nous, on a récemment rénové notre cuisine. On est dans un vieil immeuble là, dans Saint-Henri. Donc, ça fait du bien. Mais comme avant, la cuisine ne me dérangeait pas. J'étais comme habituée que ça soit une vieille cuisine. Mais quelqu'un qui arrive, il va dans la salle de bain, exemple, puis il se dit... Ouais, ça fait, tu sais, comme c'est un vieux building, la salle de bain pourrait être améliorée, mais j'aurais jamais pensé à ça. Donc, des fois, tu sais, aller chercher un peu ce feedback-là, peut-être ça va pas être des trucs révolutionnaires pour la vie, mais voir avec les yeux de quelqu'un d'autre des choses que tu pourrais faire différemment. Puis peut-être tu seras pas d'accord, puis tu n'es pas obligé de tout changer de comment tu opères, mais juste, c'est sa perspective, c'est intéressant. Donc, ça revient un peu à l'approche marketing de voice of customer, puis voix des employés, voix du client. Puis je pense pour le développement de soi, c'est important aussi d'aller chercher ces perspectives-là, puis de se dire, OK, ben c'est un point de vue, c'est intéressant. C'est pas obligé d'être noir ou blanc, ça peut être aussi des nuances, puis tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux prendre de cette information-là pour modifier? Oui, puis de prendre des fois... On essaie de trop prendre d'affaires de tout, puis même en écoutant des podcasts ou même on fait ça c'est bon. Des fois, prends un petit truc, prends une affaire, tu peux pas tout faire, mais au moins tu navigues dans la bonne direction, puis tu essayes des choses, puis tu avances. Tu parlais de développement personnel. Puis ton programme de développement de leadership, tout ça, on en a discuté un peu. Je trouvais intéressant tes 3 piliers, l'approche d'où ça venait. Go! Oui, go! Mais tu sais, on disait qu'on n'a pas de gestionnaire, mais on a définitivement besoin de leader. Donc, quand l'entreprise était plus petite, j'expliquais, les gens naturellement prenaient ces places-là parce que c'est sûr, si t'es 15, c'est facile de comme... prendre un petit peu plus de place. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un potentiel de gens qui voudraient comme prendre ce leadership organisationnel pour nous aider à avancer comme entreprise. Mais peut-être il leur manque un peu d'outils, ou ils n'ont pas eu d'expérience, ou ils ont les bons réflexes, mais peut-être les encadrer un peu. Donc, j'avais décidé de bâtir un programme sur mesure pour le leadership. Parce que moi aussi, c'était une histoire personnelle. Là. Je parle de moi, je m'excuse. Ben, c'est plus du podcast. C'est à bonne place. Oui, c'est ça, c'est bon. Mais quand j'ai commencé ma carrière chez P&G, ils se vendent comme...
le leadership, c'est super important ici parce qu'on te donne une business et tout ça. Mais mes 3 premières révisions annuelles, le point d'amélioration clé, c'était d'avoir plus de leadership. Puis c'était comme t'exécutes bien, tout est bon, mais comme faut que tu développes ta vision, faut que tu embarques dans les gens. Puis c'est drôle, ils me disaient, mettons, faut que tu t'exprimes plus. Je suis comme, je m'exprime beaucoup, mais je pense dans le temps, j'étais comme plus gênée, j'imagine. Tu arrives dans la jeune vingtaine, dans une multinationale, il y a des gens qui parlent beaucoup, avec plus d'expérience que toi, donc tu es comme gênée. Donc, pendant année après année, c'était comme, il faut que tu sois un meilleur leader. Il faut que tu sois un meilleur leader. Puis j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas je savais pas comment m'y prendre. Puis j'ai suivi une formation qu'ils avaient fait où, justement, eux, ils ont 5 E du leadership. Je pense A.G. Lafley, qui est un ancien CEO de P&G, a écrit sur Medium là-dessus. C'est comme genre execute, enable, energize, envision. Donc, j'avais fait ça. Puis comme quand j'ai compris que c'est comme plusieurs volets, que c'est pas juste une chose. C'est pas comme tu débarques, je suis Barack Obama, j'ai du leadership. Ça peut être juste d'autres choses aussi. Donc, des petites choses que tu peux faire. Donc, ça a comme décliqué que quand je suis partie, mon dernier feedback, c'était comme une force leadership. Et même Martin, souvent, il me disait, comme, quand j'ai commencé à travailler avec lui, tu as beaucoup de leadership. Je suis comme, intéressant. Puis là, je me disais, c'était un parcours sur plusieurs années quand même, pas self-taught parce que j'avais quand même de l'expérience, mais quand même qu'il a fallu que moi-même, je trouve la voie que je décide quel type de leader je veux être, comment prendre la place, qu'est-ce que je peux apporter. Donc, quand j'ai conçu le programme, je me disais, il ne faut pas que ça soit genre une journée en séminaire. Il faut vraiment que ça soit quelque chose comme en début d'un parcours, mais structuré, mais long terme avec des petites formes. Puis j'ai comme eu l'analogie, nos muscles, nos biceps. Mais tu sais, le leadership, c'est un muscle. Ton biceps, là, tu vas pas faire genre une journée d'exercice puis tout d'un coup, tu es comme le Louis Cyr. Là. Non, c'est comme ça prend du temps. Il faut que tu fasses tes exercices, tu montes ton poids tranquillement, etc. Donc, l'analogie, on travaille avec notre cerveau. Le cerveau, c'est aussi une forme de muscle. Donc, il faut l'entraîner. Donc, j'ai vraiment eu cette analogie-là. Puis quand j'ai voulu mettre le programme en place, je me dis comment je structure ça. C'est quoi qui est important pour OZDA? Parce qu'encore une fois, leadership, c'est... Dans votre entreprise, être leader, ça peut être une chose. Dans une autre, c'est d'autres choses. Donc, moi, j'ai comme bâti 3 piliers qui étaient importants pour OZDA. Donc, la gestion de soi. Je pense que c'est comme le plus accessible aussi. Donc, comment être organisé, comment bien communiquer, comment être responsable de son travail. Tu sais, des choses un peu plus simples, mais hyper importantes. Puis comment s'optimiser, puis vouloir toujours s'améliorer. Comment être réceptif au feedback. Donc, tout ça, c'est couvert dans le premier pilier. Deuxième pilier, c'est un peu plus difficile, c'est la gestion des autres. Puis pas en tant que gestionnaire, mais en tant que mobiliser les gens, donner du feedback, coacher des gens. Les relations. Bâtir des réseaux à l'externe. Donc, tout ce volet, genre collaboratif, qu'est-ce qui est important pour nous. Puis le dernier, le plus difficile, on est une firme d'innovation, mais c'est le leadership d'innovation. Donc, comment utiliser les données, comment être stratégique, comment proposer des idées à l'interne, comment s'améliorer, comment cultiver sa curiosité constamment pour générer cette innovation. Parce que veut pas, nous, on veut que les idées viennent des gens, mais il faut qu'ils sachent comment les présenter parce que au fil du temps, on peut peut-être être moins réceptif à une idée parce qu'on l'a essayé, parce qu'on ne pense pas que c'est la bonne chose. Mais si la personne prépare bien son argumentaire, prépare une bonne recommandation, réfléchit à quoi elle veut se commettre comme résultat, c'est plus motivant de dire oui, go, au lieu de juste comme que la personne la plus loud, ses idées aillent de l'avant ou la personne qui vend le mieux. Mais non, on veut vraiment que tout le monde, même si t'aimes pas ça parler ou présenter, mais à l'écrit. C'est pour ça que l'importance de l'écrit est clé pour nous. C'est que tout le monde ait un pied d'égalité. C'est écrit en une espèce de mémo d'une page pour vendre ton idée. Tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Donc, ça a été les 3 piliers. Puis, comment le programme est structuré, c'est à chaque semaine. On a des pauses parce qu'il y a des vacances. Donc, on a 6 personnes dans le programme. Une variété des gens dans tous les domaines, dans toutes les expertises. Et ils ont des rencontres à chaque semaine où on discute de différentes lectures qu'ils ont fait à propos du sujet, des vidéos. Et il y a des petites activités live autour de la thématique. Donc, on parlait beaucoup de feedback. L'activité qu'on fait au feedback, c'est on fait sortir une personne. Et là, je donne un prompt à l'équipe, dire quand ils vont revenir, il faut qu'ils trouvent un objet, mais on a le droit juste d'y donner du feedback négatif. Donc là, ils sont comme, tu réussiras jamais.
non, c'est pas la bonne place. Puis là, on voit comment la personne réagit. Après ça, comme une autre sort, puis là, ils ont le droit de donner du feedback positif, mais pas constructif. Juste comme, hey, bravo, tu vas réussir, je crois en toi, mais comme ça l'aide pas. Puis le dernier, c'est, mettons, tu peux dire, cherche un peu plus derrière des choses, comme tu leur donnes un peu plus de détails. Okay, donc, on voit la réaction. Quand tu dis chercher, je pense qu'il y avait objet. Fait que vous savez c'est quoi, mais... donc, ils ont comme une différente approche. Un peu comme le jeu « T'es chaud, t'es froid ». Donc, on essaie d'avoir comme une activité de 20 minutes pour mettre en pratique quelque chose, puis on commande des devoirs à faire après. Puis, on a des projets de graduation. Tu sais, j'ai fait ça un peu comme école, parce que j'aimais l'école. Mais les projets de graduation, mon préféré, c'est qu'il faut qu'ils donnent 5 feedbacks constructifs difficiles, plus challengeants à 5 collègues en ma présence pour que je puisse les coacher et leur dire comme j'ai observé ci ou ça, ou comment tu as trouvé l'expérience. Puis ça, je me dis, à la fin du programme, s'ils vont avoir fait ça 5 fois, déjà là, on a dédramatisé un peu la chose. Le mythe, ils ont fait des répétitions, ils ont entraîné leur concept. Puis on finit avec un petit off-site. Donc ça, c'est la fin du programme, mais c'est pas la fin de leur parcours d'apprentissage. Donc, je les encourage à comme évoluer, apprendre, revenir. Puis il y a comme des outils aussi qui sont donnés à la fin du programme. Donc, je leur envoie certains articles. Ils ont accès à certaines formations. Donc, c'est vraiment inspiré du long terme. Ça dure environ 6 mois, notre programme, mais c'est le début un peu. Qui choisit? Les gens appliquent. OK. Ouais. Les gens... on a mis quelques conditions. On voulait s'assurer que des gens soient au moins 1 an dans l'entreprise parce qu'on veut s'assurer qu'ils ont couvert un peu un cycle pour avoir un peu de perspective puis qu'ils ne soient pas en mode onboarding. Aussi, on va avoir eu la chance de valider justement qu'ils répondent aux attentes parce que c'est sûr, si tu es en situation de ne pas répondre aux attentes, c'est peut-être pas le bon programme parce que ça prend un peu d'effort extra. Parce qu'on demande aux gens quand même de mettre du temps là-dedans. C'est un avantage d'avoir ce programme-là. Donc, nous, on est en service, donc on ne peut pas juste sortir du monde des projets comme ça. Fait qu'il faut qu'ils mettent du temps personnel en dehors. Oui, exact. Oui, s'ils ont moins de projets cette semaine-là, ils peuvent le faire là, dans le cadre de leur projet. Mais c'est pour ça aussi que chaque semaine est comme bite-size, si on veut. On ne fait pas une grosse journée ou une demi-journée. On le fait sur l'heure du lunch, on se commande la bonne bouffe, puis on fait notre séance. Puis on a 1 à 3 heures de prep et devoirs par semaine. Donc, ça reste accessible. Puis je suis flexible. Je suis comme, si c'est pas une bonne semaine, c'est correct, là, on a des priorités, mais c'est sûr, si tu ne mets pas de temps dans ce programme-là, tu n'en retireras pas, tu vas te trouver pas pertinent. Mais est-ce que tu le fais individuellement à chaque personne ou c'est en... C'est un groupe de 6. Okay. Parce que l'autre avantage du programme... Il faut que les 6... l'autre avantage du programme, c'est de créer cette cohorte que tu pourrais échanger avec des gens. Parce que oui, j'en connais des choses, mais je veux que tu apprennes des autres parce qu'ils ont des perspectives intéressantes ou quelqu'un est peut-être fort dans le volet organisation de soi, mais veut s'améliorer dans quelque chose d'équipe, puis l'autre, c'est l'inverse, exemple. Donc, ils peuvent s'entraider, ils peuvent comme se coacher entre eux aussi sur leurs forces et leurs points d'amélioration. Une forme de co-développement. Exactement. Puis je trouve que ça, c'est comme la force, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est la force du programme, c'est d'être en groupe comme ça pendant un bout. Là, c'est ta deuxième La deuxième cohorte, oui. On a modifié, tu sais, comme je demande du feedback au début du programme à toutes les semaines. Après ça, je me calme un peu. Parce que là, ça fait beaucoup de sondages. Mais c'est grâce à la première cohorte qu'on a amélioré pour la deuxième. Puis j'espère avoir des points d'amélioration significatifs pour la prochaine. Puis c'est vraiment intéressant. C'était un beau projet de développement personnel aussi parce que ça m'a comme demandé plein de Parce que c'est toi qui l'as bâti. Ouais. On est presque rendu à la fin. Je prends 10 secondes de votre temps pour remercier encore une fois notre partenaire Ansia pour la réalisation de ce podcast Leader RH puis de mettre en lumière des leaders d'ici. C'est ça que je trouve aussi intéressant, puis on en discutait. Ouais. Il y a beaucoup de gens RH qui vont sortir le stratégique puis garder le transactionnel, l'opérationnel, alors qu'ils vont donner, ils vont demander à des firmes un programme de leadership, puis ils vont faire ça. Toi, tu as libéré du temps pour le faire, pour l'organiser. Puis Exactement. Tu prends un outil pour faire tes 360 choses-là, que au lieu de faire du copier-coller. Puis ça fait que je trouve ça... Comme j'ai fait, encore une fois, j'ai optimisé le processus. Puis récemment, je trouvais que juste booker les gens, c'est comme 120 bookings par année.
J'étais comme, tu sais, me semble que c'est comme pas efficace, tu sais, parce que dans le Google Calendar, tu peux pas avoir un template d'invite. Ça m'énerve. Tu as des templates d'email, mais tu n'as pas de template d'invite. C'est littéralement la même chose que j'envoie à chaque personne, pas parce que je veux pas être unique, mais c'est comme, on va se rencontrer pour parler de ton feedback, voici le processus. Donc là, ce que j'ai fait à la place, c'est que je me fais des plages d'horaires bookables. Donc, je vais leur envoyer, puis je dis, book-moi quand ça te donne. Puis je m'organise. Donc ça m'évite de créer 120 rencontres par année. Mais tu sais, pour la personne, c'est en 30 secondes. Mais moi, c'est plus long parce qu'il faut que j'aille voir ton horaire. Faut que... Donc, j'essaie de trouver des petites choses. C'est comme, surtout si vous êtes dans des entreprises où vous êtes plus seul ou tu sais, on n'a pas une grosse équipe, je trouve de se questionner sur ces choses-là. OK, qu'est-ce que je fais qui est comme redondant? Comment je pourrais me créer du temps? C'est parce que le temps, on va toujours en manquer. Tout le monde dit manque de temps, je suis occupée. Ça va toujours être le cas. On peut s'optimiser à l'infini, puis ça va être encore le même parcours parce que quand on en crée du temps, on se book, puis on se trouve des choses à puis faire. On a un autre projet. Exact. Puis, Donc, puis moi, je suis quelqu'un qui veut accomplir des choses. Je veux avancer, je veux me sentir utile dans la compagnie dans laquelle je suis parce que je me dis, je suis en coût, tu sais, je produis rien, j'apporte pas de contrat, je me vois comme un coût. C'est sûr, j'apporte une certaine valeur, j'imagine. Mais je me dis, comment je peux, si je m'optimise, si je travaille toujours à améliorer mes pratiques puis à me questionner, bien, je m'en crée du temps pour faire des choses qui ont de l'importance, pour parler, pour la connexion humaine. Puis je pense que c'est beaucoup ça aussi, la question IA que je me pose. Tu sais, on en fait de l'IA dans l'entreprise. Puis je me dis, ben moi, dans mon travail, c'est quoi que ça peut m'aider? Je veux pas que ça réfléchisse à ma place, c'est sûr. Puis ça ne peut pas réfléchir à ma place. Je l'ai essayé pour un truc personnel, c'était l'horreur. Je vous partage la tranche de vie. Je voulais comme faire des petites tâches de ménage, 10 minutes par jour. Puis je me suis comme fait en plan. Ça, je veux le faire à toutes les 2 semaines, ça à toutes les semaines. Puis là, j'essaie que ChatGPT me sorte en horaire, genre les lundis, tu fais ci. Était incapable. J'ai comme gosse pendant une demi-heure. Même lui, il n'aime pas faire le ménage. Tu vois que c'est vraiment proche de l'humain. Après une demi-heure de prompting, je suis comme, OK, ça marche vraiment pas, c'est niaiseux. Ben, c'est facile. Mes tâches qui sont à la semaine, je vais le faire le lundi, jeudi. Quand c'est aux 2 semaines, ça va être les mardis. Tu sais, comme des fois, on a ces outils-là, puis on se dit, mais arrête pas de réfléchir. Ces outils-là, moi, je les vois plus comme des bras extra. Tu sais, mettons, si on était dans une job manuelle, là, ben c'est comme si au lieu d'avoir 2 bras, on avait comme 2 bras externes. Mais c'est comme ça pour le contenu, pour tout ça. Il faut que tu utilises ton cerveau, mais après, qu'est-ce qui est redondant? Qu'est-ce que tu fais que, mettons, tu préfères sans te concentrer? Comment ces outils-là peuvent t'aider? Ça devrait être... Donc, moi, c'est mon opinion. Puis je sais qu'on a comme tous les spectres dans notre domaine. C'est des gens qui sont pour, contre. Entre les deux, j'ai tendance à dire il faut être curieux, il faut être responsable aussi. Donc, se questionner, est-ce que, par exemple, nous, on est dans le domaine créatif, est-ce qu'on veut utiliser des choses qui vont aller à l'encontre des droits d'auteur? C'est comme ça, c'est des enjeux. Mais après, est-ce qu'on peut s'optimiser dans un processus qui ajoute pas de valeur, mais qui doit être fait pour pouvoir créer de la valeur? Ça, je suis quand même pro ça. Donc, j'invite les gens juste à rester curieux, mais à être responsable aussi. Tout se bloquer. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a sur ta table à dessin? Qu'est-ce que... Sur quoi je travaille en ce moment? En fait, là, on est en recrutement, donc ça, on est chanceux quand même de pouvoir continuer à ajouter des membres de l'équipe. Donc, c'est beaucoup ça parce qu'on n'a pas de recruteur à l'interne. Ça, c'est un autre choix qu'on a fait. On a déjà eu, puis quand comme la page a tourné, on a décidé de ne pas l'avoir pour impliquer l'équipe technique plus dans le processus de recrutement, puis que ça soit vraiment leur call de dire, OK, on y va de l'avant. Donc, on est beaucoup dans le recrutement. Aussi, j'ai pars mon projet que je fais à tous les 2 ans où je rencontre tous les membres de l'équipe avec des questions pour comprendre un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Quand on est dans la recherche, c'est comme l'équivalent de faire des focus groups avec des consommateurs. Donc, ça, cette année, j'ai décidé de le diviser par longévité dans l'entreprise parce que là, on est plus. Puis, c'est la réalité de quelqu'un que ça fait 5 ans. Puis quelqu'un qui vient de se joindre, c'est pas la même. Donc là, j'ai un groupe de 0 en 1, 1 à 3, 3 à 5, puis 5 et plus, avec des questions sur mesure. Puis ça, ce que je souhaite ressortir de ce projet-là, c'est quand même un bon investissement de temps. C'est est-ce qu'il y a des points de friction à adresser rapidement?
Est-ce qu'il y a des idées d'innovation en termes d'avantages ou de processus qu'on peut mettre en place pour l'année à venir? Puis est-ce qu'il y a des choses, dans le fond, qui pourraient être utilisées après pour soit le recrutement ou expliquer, des choses que moi, je vois pas. Je sais pourquoi moi, j'aime aux EDA, mais qu'est-ce que mes collègues valorisent, puis comment communiquer ça à des nouveaux collègues ou à des gens qui veulent se joindre à nous pour qu'on soit le plus transparent possible aussi. Donc ça, c'est comme l'autre gros projet. Ma collègue en finance est en vacances, donc là, je fais de la facturation. Je suis vraiment pas efficace parce que je faisais ça avant, mais là, je suis comme toute perdue. Donc, c'est toujours un peu... c'est beaucoup de projets. Puis là, l'automne va être occupé. Donc, tu sais, le volet comme plus marketing. Tu sais, on a énormément d'événements all-in qui s'en vient en septembre. Donc, c'est trouver l'équilibre entre cet interne et externe dans mon rôle qui est dur parce que après 11 ans dans une entreprise, tu es un peu aussi comme... un contributeur externe dans des événements, dans du marketing, dans de la création de contenu. Donc, trouver l'équilibre entre les deux, des fois, c'est pas évident. Puis, je veux donner le plus possible à mes collègues. Mais c'est ça, c'est comment gérer tout ça. Faire ton ménage le lundi, mardi, matin. Là, t'en fais à tous les jours. Oui, puis avoir un enfant, c'est comme une autre job. mais on s'organise. Quand même, on est chanceux parce qu'on a énormément de flexibilité, puis en autant que le travail est accompli. Ouais. Voilà. Merveilleux. Écoute, je nous fais atterrir doucement avec une petite carte du jeu d'accueil et intégration nouvelle recrue. Écoute, je t'invite à piger une carte au hasard puis à y répondre. C'est moi qui lis la question, toi? Oui, c'est toi qui lis la question. OK, voilà ça. Vie personnelle. Génial. Si tu n'avais pas de contrainte d'horaire, débuterais-tu ta journée tôt ou es-tu en lève tard? Et ça a changé vraiment beaucoup. Donc, avant enfant, j'étais une lève tôt. Oui, parce que là, c'était comme, j'avais tout le temps du monde, j'aimais ça comme le matin m'entraîner, j'avais pas à m'occuper de mon enfant le matin, donc là, c'était comme, j'aimais vraiment commencer ma journée tôt, aller au bureau tôt, tout ça. Post-enfant, je suis comme plus un petit peu lève tard. Ben tard, ça dépend qu'est-ce que c'est tard pour vous. Moi, c'est genre 7 heures. Donc, lève tard à 7 heures. Et avant, tôt, c'était quoi? Avant, tôt, c'était comme 5h30, je me levais. Tu te levais, puis là, tu partais. C'était ton me-time. Je faisais mon workout et tout ça. Mais maintenant, mon me-time est souvent le soir, donc je me couche plus tard. Puis le matin, depuis que je suis retournée de congé parental, ce que j'aime, c'est j'aime aller dans un petit café. Vraiment prendre un moment après que je dépose ma fille à la garderie, aller dans un petit café, boire mon petit café, checker mes courriels, regarder ma journée, des fois faire une lecture. Donc, juste pour comme pas me lancer tout de suite dans l'action. Donc là, ça a comme évolué. J'imagine que je suis une lève moyen. Un lève moyen, 7 heures. C'est moyen. Ouais. Mais des fois, ma fille me réveille à 6 heures, donc là, je reste une lève tôt. Mais... c'est ça. Ouais. Je me serais attendu l'inverse. Non, les enfants, ça nous fait lever plus tôt. Est-ce qu'on aime se lever tôt? Ouais, c'est plus ça. Mais oui, donc ça évolue. C'est Merci infiniment, Merci Ivana. beaucoup. J'ai vraiment adoré notre conversation. Je te souhaite bon succès pour la suite, puis on reste en contact. Merci beaucoup.